Vous informer est notre devoir, mesdames, messieurs, à présent les titres. À la une de ce journal, des journalistes ivoiriens contre la crise climatique et environnementale. L'accès au financement bancaire, un enjeu crucial pour des acteurs du secteur de l'aviculture. Vous suivrez également dans cette édition la promotion des personnes en situation de handicap qui était au cœur d'une journée porte ouverte au plateau. 50 ans que l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Bouaké et Air France contribuent à la formation de base de nombreux enfants de Côte d'Ivoire. Détail dans ce journal. Bienvenue dans ce journal télévisé sur la première chaîne panafricaine économique. Ouvrons cette édition avec les journalistes membres du réseau des journalistes ivoiriens contre la crise climatique et environnementale qui ont présenté au siège du journal L'Infodrome à Marcory leur programme dénommé Action for Earth. Action pour la planète, un programme qui s'étale sur l'année avec des actions ciblées sur les questions de la lutte contre les effets du changement climatique en Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu et Wilfried Yao reviennent sur le contenu de ce programme dont l'essentiel porte sur l'implication des plus jeunes. Suivez. Le réseau des journalistes ivoiriens contre la crise climatique et environnementale a présenté au cours de cette rencontre avec la presse un programme ambitieux dénommé Action for Earth. Créé pour mobiliser les professionnels des médias autour des enjeux climatiques, le RJICE entend à travers ce programme renforcer le rôle des journalistes comme acteurs de transformation sociale. Le programme annuel du réseau s'articule autour de 4 grandes activités avec entre autres une caravane jeune, un concours inter-école et une distinction des acteurs qui se seront illustrés dans la lutte contre le changement climatique. Et de façon spécifique, ce que nous avons eu à présenter, c'est la caravane inter-école qui va mettre en relief les actions de nos enfants à l'école, mais aussi des acteurs du système éducatif, donc entendez les encadreurs de nos enfants, les initiés donc à la chose environnementale et climatique, les invités à travers ce concours-là à dépolluer un peu l'environnement scolaire. Le réseau entend également instituer une tribune dans laquelle les experts, acteurs et membres d'ONG de lutte contre le changement climatique viendront débattre d'un thème précis chaque mois. Le réseau des journalistes ivoiriens contre la crise climatique et environnementale envisage d'organiser le forum Planète Presse, en abrégé FPP. C'est un peu comme un invité de la rédaction si on était un journal. C'est pour inviter un expert dans une thématique bien précise. Ça peut être un acteur étatique, ça peut être aussi un acteur de la société civile, un leader communautaire, un leader d'ONG. Et il va exposer sur les thématiques que nous défendons, c'est-à-dire lutte contre le changement climatique, préservation de l'environnement, conservation de la biodiversité. La Journée mondiale de l'environnement qui est célébrée chaque 5 mai, la Journée mondiale de la mer, la quinzaine de l'environnement organisée par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique sont également inscrits au programme du réseau. À travers Action for Earth, le réseau des journalistes ivoiriens contre la crise climatique et environnementale ambitionne de faire des jeunes de véritables ambassadeurs du climat capables de porter des messages forts et accessibles pour un avenir plus durable. À Abidjan, la 10e édition des Journées nationales de l'aviculture JNA 2026 a battu son plein avec un thème qui cristallise toutes les attentions, l'accès au financement bancaire. Un enjeu crucial pour des acteurs du secteur confrontés au quotidien à des difficultés pour développer leurs activités. On en sait davantage avec ce reportage. Dans une salle attentive, organisateurs, experts et professionnels de l'élevage débattent autour d'une problématique centrale. Quelle stratégie pour faciliter l'accès des activités d'élevage au financement bancaire? Du montage du business plan à la commercialisation en passant par la production, le panel, selon Sylvain Gota, commissaire général des JNA, met en lumière les exigences du système bancaire et les outils nécessaires pour y répondre. L'une des problématiques principales, c'est la recherche de financement. Donc nous avons voulu donner aux éleveurs, je dirais, les bonnes pratiques
ou les méthodes pour espérer avoir des financements. Ce n'est pas évident parce que compte tenu du déficit ou de l'absence de banques agricoles en Côte d'Ivoire, il n'est pas évident pour des éleveurs, pour des personnes intervenant dans l'agriculture ou dans l'élevage d'obtenir des financements. Mais nous avons voulu leur donner des outils. Nguessa Narcisse, technico-commercial de la société Tro Nutrition, a partagé avec les aviculteurs les étapes nécessaires pour bénéficier d'un appui des institutions financières. Nous avons, au cours de ce panel, montré que pour déjà obtenir un financement, il faut commencer par rassurer les institutions financières. Et rassurer les institutions financières commence par une organisation, une structuration interne qui permettra aux institutions de financement d'avoir une meilleure lisibilité sur l'activité. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Entre exigences bancaires élevées et manque d'outils adaptés, de nombreux éleveurs peinent à franchir le cap. Les aviculteurs appellent donc à une meilleure adaptation des dispositifs financiers à leur réalité et à la filière avicole. J'ai suivi les panélistes sur le financement et vraiment, moi, je n'ai pas été satisfaite. Parce qu'ils nous parlent de contrat, mais nous n'avons pas de contrat avec les acheteurs de poulets. Franchement, je ne sais pas comment ça fonctionne ailleurs, mais dans la zone de Modeste, c'est des Haoussa qui viennent, ils ramassent vos poulets, ils payent. Le plus souvent même, c'est au prix qui les arrange qu'ils payent les poulets. Je souhaiterais que les banques nous fassent confiance en tant qu'agriculteurs, que nous, des hommes responsables et une filière respectée, qui nous fassent confiance. Lorsque la banque nous donne un prêt, il ne faut pas qu'ils pensent qu'on va disparaître dans la nature et que nous n'allons pas payer le prêt, nous allons le faire. Des attentes fortes, donc face à un secteur en quête de structuration. Les GNA 2026 se positionnent ainsi comme un cadre de dialogue avec un défi majeur, transformer les recommandations en solutions concrètes pour une aviculture ivoirienne plus compétitive et mieux financée. C'était un commentaire de Mon Désir Nascimento. En actualité également, la première édition de Supply Chain Africa s'est achevée vendredi 24 avril à Grand-Bassam. Après 2 jours de plénière, 2 panels et de sessions parallèles, la rencontre ambitionne de devenir le rendez-vous annuel de référence des professionnels de la logistique, des achats et des opérations en Afrique de l'Ouest. Après 48 heures d'échanges, de débats et de rencontres B2B, Dominique Kouyaté, directeur Supply Chain et achat du groupe Keidan et représentant du comité scientifique, a fait le bilan de ce premier rendez-vous en terre ivoirienne. Pierre Tebeu et Nicolas Ongwa nous font le point. Du 23 au 24 avril 2026, l'hôtel Golden Palace de Grand-Bassam a abrité la première édition de Supply Chain Africa 2026, symposium résidentiel dédié aux professionnels de supply chain, logistique, achats et opérations de la sous-région. Les professionnels et responsables d'entreprises venus de Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, de la Guinée et d'ailleurs ont partagé pendant 48 heures des retours d'expérience concrets dans leur domaine. Après la mobilité électronique en keynote d'ouverture, les sessions parallèles ont pris le relais. Les participants ont eu droit à un panel sur les supply chains industriels pour clôturer la première journée. La journée de vendredi était consacrée à l'ère de l'opérationnel avec plusieurs thèmes débattus, dont celui sur l'intelligence artificielle et la prévision de la demande. Nos objectifs sont atteints dans la mesure où on a réellement appris à quelles sont les méthodes et moyens de progresser, d'augmenter les marges, de réduire les gaspillages, gasoline, de progresser sur les aspects liés à la donnée, à l'intelligence artificielle en matière de supply chain, ainsi que tous les autres domaines, par exemple de mobilité, de gestion de stock et de tout ce qu'on appelle en anglais les pain points, c'est-à-dire les domaines de friction dans les activités liées au mouvement des biens et des marchandises en général. En somme, la première édition a connu une grande participation des intervenants venus de plusieurs pays. Un bilan jugé satisfaisant au regard des attentes. 2 panels, 6 sessions thématiques et un keynote d'ouverture. Le bilan sur le plan scientifique, c'est qu'on a, durant ces 2 jours, identifié correctement ce qu'on appelle l'état de l'art dans chacune des disciplines. Donc, ce qu'on a appris aujourd'hui est valable
partout dans le monde en termes d'actualisation de connaissances. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de vraiment se mettre à jour, certes, mais également être en amont pour pouvoir implémenter tout ce qui est nécessaire. La première édition de Supply Chain Africa s'est achevée ce vendredi 24 avril 2026 à Grand-Bassam. Rendez-vous pris en 2027 pour la deuxième édition. Parlons du deuxième jour de Medpharma Africa 2026, place aux solutions concrètes. Vendredi 24 avril 2026 à Abidjan, entreprises et professionnels de santé découvrent des équipements de pointe adaptés aux réalités africaines à travers des ateliers pratiques et des rencontres B2B. Reportage de Konena Norgo et Ezekiel Seri. À Abidjan, Medpharma Africa 2026 est entré dans sa phase pratique le vendredi 24 avril 2026. Pour ce deuxième jour, les innovations étaient au centre des échanges avec des démonstrations d'équipements médicaux destinés à améliorer les systèmes de santé africains. L'entreprise Human Diagnostics a marqué les esprits lors de ce workshop dédié au diagnostic et aux équipements de laboratoire en présentant des machines de dernière génération adaptées aux besoins du continent. Human est un leader dans le diagnostic. C'est 54 ans d'histoire qui a été présenté aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai entretenu l'audience sur toutes les lignes de produits parce qu'avec Human, on peut standardiser les labos. Nous proposons des solutions fiables en hématologie, en biochimie, en immunologie, en diabète, analyse urinaire, en point of care, tests rapides, moléculaires et en auto-immunité. Présente depuis 50 ans dans le domaine, l'entreprise met en avant des solutions fiables pour renforcer les capacités d'analyse médicale en Afrique. Une démonstration qui a fait des étincelles auprès des participants. Ils ont des équipements qui prennent moins d'espace. Et dans ce sens, ça nous arrange parce qu'à l'intérieur, dans les grandes villes, les labos sont spécifiés. Il y a une unité de biochimie à part, l'unité de hémato à part. Dans les laboratoires dans les zones rurales, tout se fait dans une seule salle. Donc la gestion de l'espace est vraiment très importante. Et avec Human, nous avons vraiment ce bénéfice de gestion d'espace pour les petits laboratoires. Au-delà des démonstrations, Medpharma Africa 2026 reste aussi un cadre d'affaires avec des rencontres B2B entre professionnels. Cette troisième édition s'est achevée par une visite de terrain à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. En santé toujours, à Yopougon, la santé visuelle des élèves est au cœur d'une initiative sociale. La paire et la fondation BOA ont lancé une campagne de dépistage de la vue au profit des enfants. Prévue du 22 au 30 avril 2026, cette opération cible plusieurs établissements scolaires de cette commune. Et elle vise aussi à détecter précocement les troubles visuels chez les élèves et à contribuer à l'amélioration de leurs conditions d'apprentissage. Sandrine Kwame et Marius signe ce reportage. Dès les premières heures de la matinée, une ambiance particulière s'installe dans cet établissement scolaire de Yopougon. Des élèves un peu curieux, parfois hésitants, prennent place tour à tour devant les équipes de santé mobilisées pour une mission bien précise. Voir plus clair pour mieux apprendre. Ce mercredi 22 avril 2026, la paire et la fondation BOA ont donné le coup d'envoi d'une campagne de dépistage de la vue destinée aux enfants en milieu scolaire. Une opération d'envergure qui cible au total 2500 élèves de la commune de Yopougon. Alors en fait, cette école a été identifiée par la fondation BOA comme l'une des écoles des quartiers les plus grands pour dépister le plus grand nombre. Donc, comme je disais, l'idée c'est d'avoir de l'impact. Donc on a sélectionné les écoles Sipores 8 et 2 pour justement venir en aide à nos enfants dans le cadre de besoins parce qu'on veut pouvoir faire une action sociale. Dans les salles aménagées pour l'occasion, les tests s'enchaînent. Lecture de lettres, examen rapide, chaque élève passe au contrôle, discret mais essentiel. Partant du constat que plusieurs élèves ont des difficultés d'apprentissage liées à des troubles de la vision, c'est dans ce élan-là que la Fondation BOA Côte d'Ivoire a initié en collaboration avec le groupe La Paix
cette initiative qui vise à dépister les élèves de 7 à 17 ans afin de pouvoir déceler les troubles de la vision et d'offrir à ces élèves des lunettes adaptées pour améliorer leur vue. La campagne de dépistage se déroulera sur 8 jours et nous avons 2 groupes scolaires et un collège, donc 3 établissements qui seront concernés par cette campagne. Un enfant qui souffre d'une perte de vue, nous connaissons les conséquences. Donc, nous disons merci à cette équipe-là pour le choix porté sur notre école. Les jeux sont très importants dans l'apprentissage. Sans les jeux, nous ne pouvons pas apprendre nos leçons et nous nous sentons gênés en classe. Nous remercions la BOA et la paix pour cette initiative. Prévue pour s'étendre jusqu'au 30 avril, l'opération va parcourir plusieurs établissements de la commune avec les mêmes ambitions. Permettre à chaque enfant de bénéficier d'un meilleur confort visuel pour apprendre dans de meilleures conditions. À la Maison de la Presse à Abidjan Plateau, la promotion des personnes en situation de handicap, nous l'avons dit au sommaire, était au cœur d'une journée porte ouverte. Objectif, renforcer leur inclusion dans tous les secteurs de la société. Autorités et organisations engagées ont réaffirmé leur volonté de bâtir une société plus inclusive, nous dit Generosa Kwadio. La promotion des personnes en situation de handicap au cœur d'une journée porte ouverte organisée à la Maison de la Presse d'Abidjan Plateau le jeudi 23 avril 2026. Autorités, partenaires et organisations ont réaffirmé leur engagement pour une société plus inclusive. La directrice de la promotion des personnes en situation de handicap a salué les avancées enregistrées tout en évoquant les défis à relever. Les défis importants subsistent. Il s'agira de poursuivre la restauration du système éducatif afin d'assurer un accès équitable à l'éducation et à la formation pour de nombreuses personnes en situation de handicap, favoriser la mise en œuvre des 2 cotorep en vue de garantir un emploi décent aux personnes en situation de handicap diplômées ou possédant une qualification requise. Les partenaires, notamment l'UNICEF et Save the Children, appellent à une synergie d'action pour renforcer les acquis. Même si environ 66,4% des personnes en situation de handicap sont en activité, elles sont très majoritairement concentrées dans des emplois précaires ou informels. L'inclusion ne peut pas être portée par un seul acteur. Elle nécessite l'engagement de tous. L'inclusion des enfants en situation de handicap constitue un enjeu majeur pour le développement durable et la cohésion sociale. Elle exige une action concertée, des investissements stratégiques et une forte volonté collective. Quant au représentant du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, il a salué cette initiative inscrite dans la politique sociale du gouvernement. Cette journée porte ouverte n'est pas que festive. Elle est une vitrine, un pont jeté entre l'administration publique, les partenaires et surtout le grand public. La cérémonie s'est achevée par une visite de stand mettant en lumière le savoir-faire des personnes en situation de handicap. Pour rappel, selon le recensement général de la population et de l'habitat, RGPH de 2021, la Côte d'Ivoire compte environ 500 000 personnes en situation de handicap. Dans ce même chapitre, la station Corley a posé un acte de solidarité fort en offrant un don d'une valeur d'environ 7 millions de francs CFA à l'école ivoirienne pour les sourds et à l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. Une initiative qui vise à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves en situation de handicap et à renforcer leur accès à des outils pédagogiques adaptés. Victoire Dier et Richard Akeke pour plus de précisions. En geste de cœur en faveur de l'inclusion, la station Corley a matérialisé son engagement social à travers un don composé de matériel et d'équipements essentiels, notamment tables, bancs, vivres et non-vivres, bâtiments repeints destinés à soutenir l'éducation des élèves en situation de handicap. Ce don, d'une valeur estimée à près de 7 millions de francs CFA, a été reparti entre l'école ivoirienne pour les sourds et l'Institut national
ivoirien pour la promotion des aveugles. À travers cette action, Corley entend contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage et au bien-être des apprenants. En notre qualité de société qui veut partager son gain, a décidé de mener des actions de soutien aux enfants qui sont dans le besoin. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus ce matin pour rencontrer les pensionnaires de l'école des sourds et des aveugles pour faire un don. Les responsables des 2 établissements bénéficiaires ont salué cette initiative qui vient répondre à des besoins concrets sur le terrain. Il est vrai que nos enfants sont dans des conditions d'apprentissage, mais leur prise en charge se veut totale. Et le volet alimentaire est très important dans la prise en charge de ces enfants-là. Et donc c'est pour nous une bouffée d'oxygène et une très grande joie de recevoir ce tout important lot de dons qui va nous aider dans la prise en charge de ces enfants-là. Alors nous sommes très heureux et il faut dire qu'habituellement nous cherchons des partenaires, nous cherchons des donateurs, mais Dieu a guidé les pas de Corley plutôt, qui est venu à nous cet après-midi et qui nous a offert 10 tables bancs, qui nous a offert la peinture pour plusieurs bâtiments et qui nous a offert également des médicaments. Un geste qui va bien au-delà d'un simple don matériel. À travers cette initiative, Corley rappelle que l'inclusion passe aussi par des actions concrètes en faveur de l'égalité des chances. Un moment très convivial qui s'est soldé par un partage. Dans ce même registre, cette fois à Divo, l'association des personnes handicapées de Divo a récemment procédé à l'inauguration de son nouveau siège dans cette commune. Ce bâtiment est l'œuvre d'une volonté concertée pour l'association dans la lutte en faveur de l'inclusion et l'autonomisation des personnes en situation de handicap. Jonas Zagoki dans un commentaire de Michel Brou. Au quartier du Labougou de Divo, c'est un nouveau siège entièrement rénové et officiellement mis à la disposition de l'Association des personnes handicapées. Ce siège est le fruit d'une réhabilitation d'un ancien magasin désormais adapté aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. Une initiative de portée sociale saluée par les autorités présentes qui ont encouragé les membres de l'AFAD à poursuivre leur combat pour leurs droits et d'inspirer d'autres associations. Vous savez, quand on dit une structure sérieuse, c'est une structure qui a une maison. Et c'est notre maison. Donc, les personnes handicapées, dans notre quête d'inclusion, dans notre quête d'autonomisation, nous avons maintenant un point de repère où on se trouve, où on peut s'appeler, où on peut recevoir les autorités, où on peut recevoir nos philanthropes. C'est tout gagné, n'est-ce pas? C'est tout gagné. Aujourd'hui, j'appelle Tib Armando, je suis au siège, ça honore et c'est la personne handicapée qui est levée d'un cran et je dis merci à Dieu. Faire des œuvres pour les personnes en situation de handicap, en situation de handicap, ce n'est pas une affaire politicienne, c'est une affaire de cœur. Quand on aime là, on ne cherche pas parti politique de quelqu'un. Et quand on vient ici, on ne cherche pas à être élu. On vient faire parler son cœur. Je suis là pour vous soutenir et vous encourager. Votre travail pour l'inclusion et l'autonomie des personnes handicapées est admirable. Je vous encourage à continuer à vous battre pour vos droits et à inspirer d'autres. Au cours de ces 5 années, votre dévouement et votre résilience ont rendu fiers et nous vous promettons d'être toujours présents à vos côtés. L'AFAD envisage d'équiper son siège d'appareils électroménagers et de bureaux pour créer des opportunités de revenus pour les personnes handicapées de la région, renforçant ainsi leur autonomie. Créée en 2014, l'association compte aujourd'hui 200 membres et continue de s'appuyer sur ses partenaires pour soutenir les personnes vulnérables en situation de handicap.
Parlons à présent de la santé productive. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a procédé à l'inauguration de 2 unités de soins mère kangourou à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodon et à l'établissement public hospitalier départemental de Tiassalé. Cette cérémonie, marquée par une forte mobilisation des autorités administratives, sanitaires et des partenaires techniques et financiers, a été présidée au nom du ministre Piango Demba par son directeur de cabinet adjoint, le professeur Soro Kuntele Gona. Cette action vise à atteindre un objectif clair qui est le développement durable à l'horizon 2030, notamment ramener la mortalité maternelle en dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes. Mon désir Nassimanto pour le commentaire. Coupure de ruban, visite guidée, échange avec le personnel soignant, l'inauguration des unités de soins Mère Kangourou SMK de Bodo et de Tiassalé marque une avancée majeure dans la politique sanitaire ivoirienne. Au cœur de cette cérémonie, un objectif clair, réduire durablement la mortalité maternelle et néonatale en rapprochant des populations, notamment les plus vulnérables, des soins adaptés. Dans la foulée, un stock de médicaments essentiels a été remis aux structures sanitaires, un appui concret pour améliorer immédiatement la prise en charge des urgences obstétricales et néonatales. Prenant la parole au nom du ministre de la Santé, le professeur Soro Kuntele Gona a salué les progrès déjà enregistrés par la Côte d'Ivoire ces dernières années. Le taux de mortalité maternelle est passé de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2012 à 385 en 2021. La mortalité infantino-juvénile a également reculé de 96 à 74 pour 1000, tandis que la mortalité néonatale se situe désormais à 30 pour 1000 naissances vivantes. Mais pour les autorités, ces résultats, bien qu'encourageants, ne doivent pas masquer les défis. Afin de tenir ce pari, l'État ivoirien, sous la très haute autorité de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, a consenti à la mise en place de programmes prioritaires de santé mettant en œuvre les stratégies de réduction de la mortalité et de la morbidité et de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Avec l'ouverture de Bodo et Tiassalé, le pays compte désormais 25 unités SMK fonctionnelles sur l'ensemble du territoire. Un déploiement rendu possible grâce au soutien de partenaires internationaux, notamment l'UNICEF et l'UNFPA. Pour ces partenaires, la collaboration vise à garantir qu'aucune femme ne meure en donnant la vie et qu'aucun nouveau-né ne soit privé d'une chance de survie. À travers le renforcement des capacités des équipes soignantes et la remise de ces 2 unités de soins mère kangourou, ainsi que du stock de médicaments pour la prise en charge de l'hémorragie postpartum, vos partenaires que nous sommes souhaitent appuyer la vision du ministère de la Santé dont l'objectif est d'améliorer la prise en charge intégrée du nouveau-né dans une approche respectueuse, humanisée et basée sur des pratiques ayant fait leurs preuves. À travers cette inauguration, la Côte d'Ivoire et ses partenaires réaffirment une ambition commune, transformer chaque naissance en une promesse d'avenir. Fermons cette page santé pour parler de l'enseignement. Cela fait 50 ans que l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Bouaké et Air France ont contribué à la formation de base de nombreux enfants de Côte d'Ivoire. 5 décennies d'enseignement, de la connaissance et du savoir pour construire une école de qualité, un cinquantenaire que l'ensemble de la communauté éducative de cette circonscription a marqué à travers des festivités afin de célébrer toutes ces années de performance au service de l'éducation ivoirienne. Ambiance de cette fête avec Emmanuel Bonzo. Moment de souvenir pour Kadi Yvonne au groupe scolaire TSF1 Bassa à l'occasion du cinquantenaire de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Bouaké, Air France. Cet ancien élève fait partie de la promotion 1977 ayant fait ses classes dans un établissement de l'IEP du CP1 au CM2. Un parcours qui lui rappelle les instants d'apprentissage auprès d'encadreurs ayant marqué son enfance. Ce qui m'a marqué durant notre parcours, c'est le directeur, M. Kofi, un gars qui m'a marqué. Je ne sais pas s'il vit encore, mais vraiment, ce monsieur, il a fait pour moi. Il m'a beaucoup aidé. Ça, là, je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour moi.
À l'image de Kadi Yvonne, la communauté éducative de cette UEP, dont autorités, enseignants, parents et élèves, se sont souvenus de ces 5 décennies d'histoire du savoir et de connaissances pour bâtir une école de qualité. À cette occasion, Bragori Aou Juliette Conan, l'IEP de Boaké Air France, a salué les efforts consentis durant toutes ces années qui ont permis de faire de cette circonscription un berceau d'éducation et de valeurs partagées. Notre inspection, depuis sa création, s'est donnée pour mission d'encadrer, de former et d'accompagner les enseignants afin de garantir une éducation de qualité. Au fil des années, elle a su s'adapter aux évolutions pédagogiques afin de relever de nombreux défis et contribuer de manière significative à l'amélioration du système éducatif. Je voudrais vous féliciter pour tout ce qui est fait pour que l'école au niveau de l'IEP Boaké Air France puisse continuer à être l'une des meilleures IEP qui donne satisfaction à la ville de Boaké. J'exhorte donc l'ensemble des acteurs du système éducatif à poursuivre les efforts, à travailler en synergie et à maintenir le cap de la rigueur, de la discipline et de l'engagement professionnel. L'IEP de Boaké Air France compte 10 secteurs pédagogiques pour 123 écoles, dont 63 établissements publics et 60 pour le privé. Depuis 6 ans, elle est en tête du classement régional des meilleures inspections de l'éducation nationale de Boaké. Cette célébration du cinquantenaire a donc été l'occasion de décerner des prix de reconnaissance au personnel éducatif, de récompenser les meilleurs apprenants avec pour objectif de continuer de faire de cette UEP un important bassin de formation et d'encadrement efficace de la génération de demain. À Bandoukou, notre correspondant régional, Anissi Kouadjou, nous fait vivre les temps forts de la cérémonie de distinction des meilleurs élèves du primaire et du secondaire du concours Génération Mathématiques, où Salué Touré, qui était honoré publiquement. Objectif, à créer des champions nationaux qui, à travers cette discipline des maths, vont contribuer à construire la Côte d'Ivoire de demain. Mairie de Bondoukou. Ici se tient la grande célébration des distinctions des meilleurs élèves pour le concours Génération Mathématiques pour le primaire et le concours Professeur Saliou Touré pour les élèves du secondaire de la 6e à la terminale, toutes séries confondues. Mori Kamagaté, cadre du Trésor, ancien du lycée moderne de Bondoukou, est le parrain de cette activité. Occasion pour lui d'inviter ses filleuls à s'approprier les maths afin d'être les cadres qui vont construire la région du Gontougo et la Côte d'Ivoire de demain. Vous avez osé affronter l'expérience des chiffres, mesurer votre esprit à l'aune de la rigueur, et vous avez triomphé. Soyez fiers de vous, mais surtout, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Je vais dire merci au comité d'organisation du concours de mathématiques. Je suis émue de ce prix. Ça m'encourage d'avancer dans mes études. Ce concours est initié par la Société mathématique de Côte d'Ivoire, la section du Gontougo, qui vise à encourager les apprenants à s'approprier cette discipline, souvent perçue comme difficile. Inverser la tendance de désaffection des mathématiques auprès des élèves. Nous sommes aussi donnés pour mission de susciter l'intérêt pour la discipline mathématique, promouvoir l'excellence mathématique et encourager les jeunes talents en mathématiques. Cette cérémonie, qui a pour objectif de distinguer les meilleurs en mathématiques, représente pour les autorités une occasion de stimuler les élèves du primaire et ceux du secondaire, susciter un regain d'intérêt pour cette discipline et promouvoir la culture scientifique. Le témoignage vivant au cœur du Gontougo, la science est vivante, la jeunesse est ambitieuse et que les mathématiques ont trouvé de fervents serviteurs. Notons que c'est un peu plus de 50 élèves des classes du CM1 et de CM2 pour le primaire et de la 6e à la terminale, toutes séries confondues pour les secondaires, qui ont été distingués. Mori Kamagaté, dit Mori Trésor, et la Société mathématique de Côte d'Ivoire, la section de Bondoukou, unissent leurs forces à encourager les élèves à s'approprier les maths, indispensables pour le développement de toutes les nations. Et enfin, le Conseil régional de San Pedro, sous l'impulsion de son président Nabo Clément, a organisé une session de formation intensive aux outils digitaux au profit d'une centaine de femmes de la région. Cette initiative vise à autonomiser économiquement les femmes issues des coopératives, associations du commerce, de l'agriculture et de l'artisanat via le numérique. Un reportage signé Abel Kouaou dans un commentaire de Michel Brou.
Ce sont une centaine de femmes exerçant dans les secteurs du commerce, de l'artisanat, de l'agriculture et de l'élevage, ayant bénéficié durant 5 jours d'une session de renforcement des capacités à l'usage d'outils digitaux, notamment le marketing digital et le e-commerce. Prenant la parole, le représentant du ministre, Boueka Nabo Clément, initiateur de ce projet, est revenu sur l'importance de cette activité du conseil régional dans l'amélioration de leurs conditions financières, mais aussi de contribuer au dynamisme économique global de la commune de San Pedro. Un projet bien accueilli par les bénéficiaires. C'est toujours dans l'objectif, dans la dynamique du président, d'avoir des projets, des actions et toujours des initiatives en faveur des femmes. Pour lui, on ne peut pas développer une région, on ne peut pas développer une localité avec des disparités de compétences. C'est pourquoi il a voulu mettre à niveau les capacités, mettre à niveau, si vous voulez, tout ce que ces mamans, ces femmes, ces enfants peuvent apprendre pour tout simplement entreprendre. C'est pourquoi aujourd'hui il a décidé de faire appel à des experts. Vous savez très bien que les jeunes qui sont arrivés sont investis pleinement dans le digital et ils ont montré aux femmes comment utiliser le téléphone. Pour dire le président de région, c'est un président qui a la main toujours sur le cœur. Pour nous, les mamans de San Pedro, il a fait venir envers nous les formateurs. Il faut dire qu'on a appris beaucoup de choses sur les portables que nous portons, comment il faut améliorer notre travail, sur nos activités que nous faisons, sur les réseaux sociaux, comment il faut balancer nos activités pour que les gens d'ailleurs voient. Aujourd'hui, nous sortons avec le courage, avec la force, nous partons chez nous pour développer encore plus ce qu'on a appris avec les formateurs. Depuis son accession à la tête du conseil régional de San Pedro, le ministre Boueka Nabo Clément a fait de l'autonomisation et de l'insertion socio-professionnelle des femmes de la région de San Pedro l'un des axes prioritaires de son mandat. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous à la prochaine édition, toujours avec le même plaisir. Au revoir.